Le simple fait de ne pas avoir attendu le prochain bus a détruit ma vie. Je suis prisonnier de mes souvenirs, enfermé dans ma peur, incapable de retrouver celui que j'étais avant ce jour maudit. Un soir, alors que je regardais par la fenêtre de notre maison, j'ai remarqué une étrange lumière dans l'obscurité. Intrigué, j'ai prévenu ma mère. On aurait pu penser à un voisin, à un phare de voiture ou à n'importe quelle banalité, mais non. Cette lumière, c'était mon père, caché dans la cour, en train de téléphoner à sa maîtresse. Ce fut le début de la fin. Mes parents se sont disputés violemment cette nuit-là, et quelques mois plus tard, ils divorçaient. Ma mère a obtenu la garde exclusive, et nous avons recommencé notre vie, juste nous deux. C'était difficile, mais elle était forte et déterminée à s'en sortir. Le temps a passé, à un moment donné, ma mère a décidé qu'elle était prête à aimer à nouveau. Elle a repris contact avec un ancien petit ami, quelqu'un qui semblait gentil et sincère. Ils se sont rapidement rapprochés et ont décidé de partir en voyage ensemble, un week-end loin du quotidien, pour se retrouver. Ce voyage aurait dû être une parenthèse heureuse. Mais sur la route, leur voiture a dérapé. L'accident a été fatal. Elle est morte sur le coup. À ce moment-là, j'étais sur le point d'avoir 18 ans, trop vieux pour être pris en charge par le système de protection de l'enfance. Mon monde s'est effondré. Ce qui restait de ma famille élargie a montré son vrai visage. Ils se sont précipités pour récupérer les biens de ma mère, puis ont disparu sans jamais se retourner. Je me suis retrouvé seul. Plus de maison, plus de famille. Juste un sac avec quelques affaires et une réalité brutale à affronter. De là a commencé une période de ma vie que je n'aurais jamais imaginée, où chaque jour était une bataille pour trouver un endroit où dormir et de quoi manger. Parfois, je repense à cette lumière étrange que j'ai vue cette nuit-là, il y a tant d'années. Si je ne l'avais pas remarqué, si je n'avais rien dit, est-ce que tout aurait été différent? Est-ce que ma mère serait toujours en vie? Ces pensées me hantent parfois, même si je sais que la vie ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est difficile de ne pas se demander ce qui aurait pu être, si seulement. Mon mari a découvert, après 18 ans, que du côté de sa mère, sa famille était espagnole et non mexicaine, comme il l'avait toujours cru. Cette révélation l'a amusé et, sur un coup de tête, il a changé son pays de résidence sur son profil MySpace, passant des États-Unis à l'Espagne, même s'il n'y a laissé cette modification qu'un jour ou deux. Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, en Australie, j'aidais une amie qui apprenait l'espagnol. Elle voulait trouver des personnes hispanophones à ajouter sur MySpace pour pratiquer la langue. En faisant des recherches avec elle, je suis tombé sur le profil de celui qui allait devenir mon mari. Quelque chose dans sa présentation m'a intrigué, alors, sans trop réfléchir, je lui ai envoyé une demande d'amis, même si je ne cherchais pas vraiment à me faire de nouveaux contacts. Contre toute attente, le courant est passé tout de suite entre nous. Nous avons commencé à échanger régulièrement. Ce qui n'était qu'un simple message de bienvenue s'est transformé en discussion interminable sur nos vies, nos passions et nos rêves. Malgré la distance, une connexion spéciale s'est installée entre nous. Pendant 3 ans, nous avons maintenu cette relation à distance, partageant chaque moment important par message et appel. Finalement, nous avons décidé de nous rencontrer en personne. Le jour où nos regards se sont croisés pour la première fois restera gravé dans ma mémoire. C'était comme retrouver une âme familière. Aujourd'hui, cela fait 11 ans que nous sommes ensemble et 7 ans que nous sommes mariés. Parfois, on se remémore cette coïncidence improbable. Si mon mari n'avait pas changé son pays de résidence sur MySpace, même pour une journée, nous n'aurions probablement jamais su que l'autre existait. C'est fou de penser que toute notre histoire repose sur une simple modification de profil, une impulsion passagère qui a bouleversé nos vies à jamais. Un jour, à l'université, j'ai posé une question simple à 2 amis proches, « Alors, vous sortez ensemble ou quoi ?» C'était censé être une remarque légère, une façon de briser la glace face à leur complicité évidente. Ils se sont regardés, un peu surpris, puis l'un d'eux a répondu en plaisantant, « On devrait, non ?»
Cette simple question a déclenché quelque chose. Peu après, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble. Au début, ça semblait marcher. Ils avaient une belle alchimie et semblaient heureux ensemble. Mais avec le temps, les choses se sont compliquées. Lui luttait contre un trouble bipolaire et un syndrome de stress post-traumatique. Son état mental s'est dégradé par vagues imprévisibles. Lors d'une crise particulièrement intense, il a lancé « Si tu me quittes, je me tuerai ». Elle a tenu bon aussi longtemps qu'elle a pu. Ils ont essayé de s'en sortir ensemble, mais leur relation devenait de plus en plus difficile à maintenir. Finalement, après qu'il ait commencé une thérapie et pris du recul, ils ont décidé de se séparer à l'amiable. C'était une décision mûrement réfléchie et remplie de respect mutuel. Mais les démons ne disparaissent pas si facilement. Quelque temps après, lors d'une nuit particulièrement sombre, il a été submergé par son mal-être. Il a pris sa voiture et s'est tué en allant à plus de 200 km/h contre un arbre, espérant que ses parents pourraient toucher son assurance vie et avoir une forme de compensation. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai ressenti un poids écrasant. Une simple question posée sur un ton léger avait, dans un enchaînement improbable d'événements, contribué à bouleverser deux vies que j'aimais profondément. Je sais, rationnellement, que je n'y suis pour rien, que leur histoire aurait pu se dérouler de la même manière sans mon intervention. Mais le doute persiste. Je repasse souvent cette scène dans ma tête, imaginant ce qui aurait pu être différent si je n'avais rien dit ce jour-là. Ce n'était qu'une question innocente. Juste quelques mots lancés au hasard. Une nuit, alors que je devais étudier pour un examen à l'université, j'ai décidé de laisser tomber et de sortir boire avec des amis. C'était censé être une simple soirée de détente, une pause dans le stress habituel. J'ai convaincu quelques potes de m'accompagner, pensant que ça nous ferait du bien à tous. Au cours de cette soirée, l'un de mes amis a rencontré une fille. Le genre de rencontre qui change une vie. Ils ont tout de suite accroché, et quelques mois plus tard, il était fou amoureux d'elle. Leur relation est devenue si sérieuse qu'il a fini par quitter l'appartement qu'il partageait avec nos autres amis pour emménager avec elle. Cela a laissé une chambre vacante dans l'appartement de mes potes pour l'année suivante. Ils ont rapidement cherché quelqu'un pour sous-louer la place. C'est là qu'une fille intéressée par l'appartement s'est présentée. On s'est croisés souvent puisque je passais beaucoup de temps chez mes amis. Peu à peu, on a commencé à se rapprocher. On discutait pendant des heures, on sortait ensemble et avant même de m'en rendre compte, on était en couple. Au début, tout semblait parfait. Elle était charmante, attentionnée, et je pensais avoir trouvé quelqu'un de spécial. Mais au fil des mois, des fissures ont commencé à apparaître. Elle devenait manipulatrice, contrôlante, et jouait constamment avec mes émotions. Chaque fois que je pensais que ça ne pouvait pas empirer, elle trouvait une nouvelle façon de me déstabiliser. Malgré tout, j'étais profondément attaché à elle, persuadé que l'amour pouvait tout réparer. On a même planifié notre mariage. J'étais prêt à lui donner tout ce que j'avais, financièrement et émotionnellement. Mais 2 mois avant le grand jour, elle est partie. Pas seulement en annulant le mariage, elle m'a quitté pour un autre homme, en emportant toutes mes économies. Ruiné et brisé, j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Recommencer à zéro. Une humiliation personnelle et un coup dur dont j'ai mis longtemps à me relever. Et le plus fou dans tout ça ? Tout a commencé à cause d'une décision anodine, choisir de sortir boire un soir, au lieu d'étudier. Je repense souvent à cette nuit. Si j'étais resté chez moi, concentré sur mes cours, ma vie aurait-elle pris un chemin différent ? Je sais que ce genre de raisonnement ne mène à rien, mais il est difficile de ne pas s'interroger quand une simple soirée entre amis a bouleversé toute mon existence. Ma femme a reçu un email de ses anciens collègues le jour même de notre retour de lune de miel. Ils préparaient un court-métrage qu'ils voulaient tourner pour le plaisir et lui ont proposé de jouer l'un des rôles principaux. Sans hésiter, elle a accepté. Elle savait que j'avais toujours eu un faible pour le cinéma, alors elle leur a demandé si je pouvais venir sur le tournage. À cette époque, je travaillais dans l'assurance vie, un métier qui me plongeait dans une monotonie déprimante.
Chaque matin, je me levais avec la sensation d'être pris au piège dans une routine sans fin. En réalité, le cinéma n'était pas qu'une simple passion. Depuis l'adolescence, j'étais fasciné par l'idée de raconter des histoires à travers des images. J'adorais regarder les making-of de mes films préférés, lire des biographies de réalisateurs et écrire des idées de scénarios sur des carnets. Mais entre les études, le travail et le manque de contact dans ce milieu, je n'avais jamais osé franchir le pas. Le jour du tournage, j'étais nerveux mais excité. Voir l'équipe en action, le matériel de tournage, les acteurs en costume, c'était comme entrer dans un autre univers. Curieux, je me suis proposé pour aider à porter du matériel, régler des accessoires, même servir le café. Tout ce que je voulais, c'était être utile et observer le processus de création de près. C'est là que j'ai rencontré le producteur. On a tout de suite accroché. Il a remarqué mon enthousiasme et m'a proposé de participer à d'autres projets qu'il préparait. C'était le début d'une nouvelle aventure. Petit à petit, j'ai appris les bases du métier sur le terrain, cadrage, éclairage, montage. Chaque tournage était une école, chaque défi une occasion de progresser. 11 ans plus tard, le cinéma et la production vidéo sont devenus mon métier à plein temps. J'ai eu la chance de tourner des longs métrages, des courts métrages, des vidéos pour la télévision et le web, et de voyager dans le monde entier. J'ai vécu des expériences incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Et le plus fou dans tout ça? Le court-métrage où tout a commencé n'a jamais été terminé. Quand j'étais enfant, il y avait ce garçon à l'école qui me harcelait sans relâche. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, de prendre sur moi comme on dit, mais c'était devenu insupportable. Un jour, après une énième humiliation, je suis rentré à la maison en larmes et j'en ai parlé à ma mère. Elle était furieuse et a décidé d'en informer le principal de l'école. Apparemment, ce n'était pas la première plainte à son sujet. Le gamin avait déjà été expulsé d'une autre école pour les mêmes raisons. Cette fois, le principal a décidé d'agir. Mais il y avait un détail qu'on ignorait à l'époque. Ce garçon était le fils du patron de mon père. Et c'est là que les choses ont pris un tournant inattendu. Pour une raison absurde et puérile, le père du garçon a décidé de se venger en bloquant à plusieurs reprises les promotions professionnelles de mon père. Chaque opportunité était sabotée, chaque espoir de progression écrasé par une rancune ridicule. Finalement, mon père n'a plus eu d'autre choix que de démissionner et de trouver un nouvel emploi dans une autre ville. Mais nous ne pouvions pas déménager avec lui, car ma mère voulait que nous ayons une stabilité scolaire et sociale. C'est là que la situation est devenue encore pire. Loin de sa famille, mon père a entamé une liaison extra-conjugale. Ma mère a fini par le découvrir, et ça a été le début de 3 années infernales. Chaque jour était une bataille, une guerre froide ponctuée de disputes explosives. Ils se détestaient ouvertement, mais restaient ensemble à cause des pressions sociales et d'une étrange forme de codépendance toxique. Et moi, au milieu de ce chaos, je devais être l'arbitre. J'étais celui qui calmait les tempêtes, qui essayait de leur parler avec raison, de leur rappeler ce qu'était la dignité, l'amour ou au moins le respect mutuel. Je faisais tourner la maison, aidais mes frères et sœurs et tentais de suivre mes études malgré tout. Aujourd'hui, je porte encore les cicatrices invisibles de cette époque. La dépression et l'anxiété sont devenus des compagnons familiers. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela aurait pu être évité si j'avais juste pris sur moi. Supporter le harcèlement à l'école. Mais est-ce que cela aurait vraiment changé quelque chose? Peut-être que cette spirale était inévitable. Un jour, en rentrant de l'école, j'avais une envie irrésistible de pizza. Mon estomac grondait et l'idée d'une soirée pizza semblait parfaite. Le problème, c'est que ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, et les sorties imprévues au restaurant étaient rares. Mais ce jour-là, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai supplié ma mère avec mon meilleur visage de chien battu, promettant que ce serait la meilleure soirée de tous les temps. Contre toute attente, elle a cédé. Nous sommes allés au petit restaurant local, une pizzeria simple mais chaleureuse. J'étais aux anges, savourant déjà l'idée de ma part de pizza bien garnie.
Pendant que nous attendions notre commande, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et j'ai vu quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, mon oncle. Pas un oncle que l'on croise souvent, non. Celui-là vivait à plusieurs états de distance. Le voir marcher dans la rue, seul et visiblement mal à l'aise, m'a semblé étrange. Sans réfléchir, je suis sorti en criant « Tonton ? C'est toi ?» Il s'est figé, l'air pris au dépourvu, et a marmonné quelque chose d'incompréhensible avant de disparaître dans une ruelle. Ce qui semblait être une coïncidence bizarre s'est révélé bien plus grave. Après quelques discussions, des secrets de famille enfouis ont refait surface. Il avait une liaison avec ma tante, du côté opposé de la famille. Une histoire compliquée, remplie de trahison, d'argent et de manipulation. Les choses se sont rapidement envenimées. Des disputes éclatèrent, des accusations furent lancées et des ponts furent brûlés. Les deux côtés de la famille sont devenus des étrangers. Des alliances se sont formées, des souvenirs communs ont été effacés, et la rancune a pris racine. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous n'avons plus aucun contact avec cette partie de la famille. Et tout ça parce qu'un jour, j'avais envie de pizza. En 1971, j'étais au pub avec un groupe d'amis. On discutait des Jeux Olympiques de l'année suivante, qui allaient se tenir à Munich. La conversation a rapidement dérivé vers l'Oktoberfest, ce célèbre festival de la bière qui se déroulait dans la même ville. Quelqu'un a lancé l'idée qu'on devrait y aller, juste pour le fun. Après quelques verres et beaucoup d'enthousiasme, 4 d'entre nous ont fini par réserver le voyage. L'année suivante, nous étions là-bas, immergés dans l'ambiance unique de l'Oktoberfest. On a bu des litres de bière, mangé des bretzels géants, chanté des chansons allemandes qu'on ne comprenait même pas et créé des souvenirs incroyables. On est rentré chez nous épuisés mais heureux, avec des histoires à raconter pendant des années. Au pub, il y avait un jeune gars qui venait de commencer à fréquenter notre groupe. Il écoutait nos récits avec des yeux brillants, fasciné par nos aventures bavaroises. Quelques années plus tard, il a décidé d'aller voir par lui-même ce fameux Oktoberfest. Ce voyage a été un tournant dans sa vie. Il est tombé amoureux de la culture allemande, la cuisine, la musique, l'ambiance chaleureuse des Biergarten. L'Allemagne était devenue sa deuxième maison dans son cœur. Des années après l'échec de son mariage, il a fait un choix radical. Il a tout laissé derrière lui et est parti vivre en Allemagne pour de bon. Là-bas, il a rencontré une Fraulein charmante avec qui il a bâti une nouvelle vie. Je continuais à lui rendre visite chaque année. C'était comme revivre notre première aventure à Munich à chaque fois, mais avec plus de maturité et une meilleure compréhension de cette culture qu'il aimait tant. Malheureusement, la vie a pris un tournant tragique. En 1998, il est mort dans un accident de voiture. Une perte brutale qui m'a laissé avec une étrange sensation de vide. Et parfois, je repense à cette soirée banale au pub, à cette simple idée lancée sur un coup de tête. Une proposition presque absurde qui a finalement changé tant de vies. Un jour, alors que je traînais avec ma grande sœur et son amie, j'ai décidé de plaisanter en leur disant que j'avais le pouvoir de prédire l'avenir. Je ne pensais pas qu'elles allaient prendre ça au sérieux, mais à ma grande surprise, elles ont trouvé l'idée amusante et m'ont demandé de leur lire leur futur. Je me suis lancé dans un délire complet, improvisant des prédictions sans réfléchir. Pour l'ami de ma sœur, qui luttait contre l'obésité, j'ai dit « Tu vas perdre beaucoup de poids, te rendre compte que tu peux avoir mieux et larguer ton copain. Ensuite, tu te marieras avec un Britannique. » C'était un détail que j'avais trouvé drôle sur le moment, étant donné qu'elle était libanaise et qu'elle n'avait jamais mis les pieds en Grande-Bretagne. Ensuite, je me suis tourné vers ma sœur et j'ai poursuivi « Toi, tu vas immigrer au Canada, rencontrer un gars dont la famille vient de notre ville natale, et vous finirez par vous marier. » C'était complètement au hasard, juste pour faire rire. Les années ont passé, et ces prédictions ont fini par se réaliser, presque mot pour mot. L'ami de ma sœur a subi une opération de bypass gastrique et a perdu énormément de poids. Peu après, elle a rompu avec son petit ami de longue date, sentant qu'elle méritait mieux. Puis, comme un clin d'œil à mon prédiction, elle a rencontré un enseignant britannique dans l'école où elle travaillait et ils se sont mariés.
Quant à ma sœur, elle a décidé un jour de tenter sa chance et de demander l'immigration au Canada. Sa demande a été acceptée. Peu après son arrivée, elle a rencontré un homme dont la famille venait précisément de notre ville natale au Liban. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Je repense souvent à cette journée. Était-ce une simple coïncidence? Une série d'événements improbables enchaînés par le hasard? Ou est-il possible que, d'une manière étrange, mes paroles aient planté une graine dans leurs esprits, influençant leur choix de vie inconsciemment? Je ne crois pas vraiment au destin, mais parfois je me demande. Peut-être que ce jour-là, sans le savoir, j'ai vraiment prédit l'avenir. Ou peut-être que mes mots n'étaient qu'un papillon battant des ailes, déclenchant une tempête de changements inattendus dans leur vie. Un vendredi soir, complètement ivre et défoncé chez moi, j'ai eu l'idée brillante de texter mon ex, qui était connu pour être un peu instable, disons. L'ennui et l'alcool ne font jamais bon ménage. J'ai envoyé un message du genre « Eh, tu veux qu'on se voit ce soir? Je suis seul à la maison. » À ma grande surprise, elle a répondu quelques minutes plus tard « Pourquoi pas? J'arrive. » Elle a pris le train et est venue jusqu'à chez moi. La nuit a été intense. On a couché ensemble plusieurs fois et, honnêtement, c'était vraiment fun sur le moment. Juste deux personnes se retrouvant dans un mélange de nostalgie et de désir, sans trop réfléchir aux conséquences. Puis le lundi matin est arrivé, et avec lui un message qui m'a glacé le sang, « Je suis enceinte ». Elle a même envoyé une photo d'une échographie et de 3 tests de grossesse positifs. Mon cerveau encore embrumé de la fin de semaine s'est mis à tourner à toute vitesse. Il y avait un problème évident, il était biologiquement impossible qu'elle soit enceinte et que ça se voit sur un test aussi vite, surtout après seulement 3 jours. J'ai immédiatement appelé son bluff. Je lui ai expliqué que c'était scientifiquement absurde, qu'on avait utilisé une protection et que dans mon état, je n'avais même pas été capable d'aller jusqu'au bout à chaque fois. Son histoire ne tenait pas debout. C'est là que la situation a dérapé. Son mensonge n'était pas une simple tentative désespérée d'attirer mon attention, c'était un appel à l'aide déguisé. Ce qui, au départ, semblait être une tentative maladroite de raviver notre relation s'est transformé en un véritable effondrement émotionnel de son côté. Face à l'échec de sa manipulation et à son isolement grandissant, elle a fini par sombrer. Quelques jours plus tard, j'ai appris par un ami commun qu'elle avait été admise dans un hôpital psychiatrique pour une surveillance temporaire. Apparemment, tout cela n'était que le point culminant d'une série de problèmes bien plus profonds que je ne soupçonnais pas à l'époque. Quand mon père avait environ 20 ans, il avait besoin d'un numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas d'internet ni de smartphone, alors il a appelé l'opératrice depuis une cabine téléphonique. Elle lui a donné le numéro demandé, il l'a remercié et a raccroché. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais en manipulant le standard, elle a accidentellement remboursé l'argent que mon père avait mis dans la cabine téléphonique. Réalisant son erreur, elle a rappelé la cabine et lui a demandé, un peu gêné, s'il pouvait remettre l'argent dans la machine. Mon père, honnête et sans se poser de questions, l'a fait avant de raccrocher à nouveau. Le problème, c'est qu'elle a encore fait la même erreur. L'argent est retombé dans la cabine, et elle a dû rappeler, de plus en plus embarrassée. Mon père, amusé, a encore une fois remis l'argent, puis a raccroché. On pourrait croire que l'histoire s'arrêterait là mais non. Pour la 3e fois, elle a accidentellement remboursé l'argent et, rouge de honte, a rappelé une dernière fois. Cette fois-ci, au lieu de simplement remettre les pièces, mon père a commencé à discuter avec elle. Ils ont ri de cette situation absurde, et dans un élan de spontanéité, il lui a demandé son numéro personnel. Contre toute attente, elle a accepté de le lui donner. Ils ont prévu un rendez-vous, mais elle ne s'est jamais présentée. Mon père, persévérant, l'a rappelé, sauf qu'elle avait complètement oublié son nom. Malgré ce début chaotique, ils ont fini par se revoir et ont pris un café ensemble. La connexion était bien réelle. 4 ans plus tard, ils se sont mariés. Et cet été, cela fera 50 ans qu'ils sont ensemble.
Si mon père n'avait pas eu besoin de ce numéro de téléphone ce jour-là, je n'existerais probablement pas. La vie a cette étrange façon de se tisser à travers des coïncidences improbables, comme une simple erreur de remboursement dans une cabine téléphonique. Quand j'étais enfant, j'ai eu la varicelle, comme beaucoup de gamins. À cette époque, personne ne voyait ça comme un gros problème, juste une maladie infantile gênante. Mais lors d'une réunion de famille, j'ai sans le savoir transmis la varicelle à mon cousin. Le souci, c'est que son père, mon oncle, n'avait jamais eu la varicelle dans son enfance. Pour les adultes, c'est beaucoup plus sérieux et potentiellement dangereux. Mon oncle est tombé gravement malade, alité pendant des semaines. Ma tante a dû s'occuper de lui tout en gérant les autres enfants, qui ont eux aussi attrapé la varicelle les uns après les autres. C'était un véritable cauchemar domestique. À cette époque, on était encore loin de l'ère d'Internet et des cours en ligne. Ma tante était inscrite à un programme de master et devait rendre des travaux importants et passer un examen final. Avec tout ce chaos à la maison, elle a dû abandonner le cours et le reprendre le semestre suivant. C'est là que tout a dérapé. En retournant en classe, elle a rencontré un jeune étudiant charmant. Leur complicité s'est vite transformée en une liaison secrète. Évidemment, les secrets ne durent jamais, et mon oncle a fini par découvrir la vérité. Ce fut le début d'un divorce long et chaotique, rempli de disputes et de ressentiments. Dévasté, mon oncle est tombé dans une dépression profonde. Il a commencé à boire de manière excessive, au point de perdre son emploi après avoir été surpris ivre sur son lieu de travail. Sa vie, autrefois stable, s'est effondrée sous ses pieds. Je repense souvent à cette chaîne d'événements. Tout ça à cause d'une simple varicelle. Une maladie infantile banale qui a déclenché un effet domino destructeur. Tout a commencé par une idée anodine, je voulais participer à une course d'obstacles, et pour bénéficier d'une réduction de 10 $, il fallait qu'on s'inscrive en groupe de 5. Il nous manquait une personne, alors j'ai mis la pression sur un gars d'une cinquantaine d'années que je connaissais vaguement. Il n'était pas super emballé, mais après quelques arguments et un peu d'insistance, il a fini par céder. Le jour de la course, tout semblait bien se passer, jusqu'au 5e kilomètre. Il a glissé sur une surface mouillée et s'est déchiré le ligament croisé. L'accident l'a empêché de travailler pendant des mois. Coincé à la maison avec sa femme, leur relation, déjà fragile, a commencé à se détériorer. Les disputes se sont intensifiées au point où ils ont finalement décidé de se séparer et de divorcer. Après leur séparation, il a emménagé dans une maison louée par un ami commun. C'était censé être une transition temporaire, mais la situation a rapidement pris une tournure étrange. Quelques mois plus tard, mon ami m'a appelé pour me raconter une histoire improbable. Il avait découvert que le gars en question utilisait des photos volées de son profil Facebook sur Tinder. Le problème ? Mon ami est un homme blanc de 30 ans, mesurant 1,80 m, avec une apparence plutôt sportive. En revanche, notre quinquagénaire mesurait 1,57 m, était latino, et ne ressemblait absolument pas aux photos qu'il utilisait. Cela aurait pu rester une anecdote ridicule, mais les choses se sont compliquées lorsque l'une des amies de la fiancée de mon ami a vu son « faux profil » sur Tinder. Elle lui en a parlé, pensant qu'il la trompait. Mon ami, furieux et embarrassé, a immédiatement essayé de contacter le gars pour obtenir des explications. Quand il a finalement décroché et réalisé qu'il était découvert, il a raccroché sans dire un mot. Cette trahison a été la goutte de trop. Mon ami l'a expulsé de sa maison peu après. Ce qui avait commencé comme une tentative innocente de réduire le coût d'une course s'est transformé en un enchaînement de catastrophes, une blessure, un divorce, une relation d'amitié brisée et une humiliation publique. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si je n'avais pas insisté pour qu'il participe à cette foutue course, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout ça, pour économiser 10 $. Quand j'avais 19 ans, je travaillais dans une entreprise de marketing multiniveau. J'étais sur une bonne lancée, progressant rapidement et construisant mon équipe. Si tout continuait sur cette trajectoire, je pouvais espérer gagner un salaire à 6 chiffres.
À cet âge, c'était un rêve. Je me voyais déjà réussir et atteindre l'indépendance financière. Un soir, après le travail, quelques collègues et moi étions dans un bar où on jouait à Golden Tee et buvait quelques verres. Le bar ne vérifiait jamais nos cartes d'identité, donc on se sentait libre. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un de mes collègues débarque en trombe, tout excité, et me demande s'il peut emprunter ma voiture pour aller chercher de la bière avec un autre collègue. À l'époque, j'avais une Toyota MR2 de 1991, ma fierté et ma joie. J'aimais cette voiture comme on aime un premier grand amour. Méfiant, je lui ai demandé s'il avait bu. Il m'a juré qu'il était sobre, alors, un peu naïf et sûrement déjà bien entamé moi-même, je lui ai donné mes clés. 3 minutes plus tard, quelqu'un entre dans le bar en criant « Oh mon Dieu, ils ont eu un accident !» Je me précipite dehors et découvre ma voiture, enroulée autour d'un poteau lumineux dans le parking du bar. Le pare-brise était brisé, avec 2 empreintes de tête évidentes. Les 2 imbéciles à l'intérieur avaient heureusement survécu, mais la voiture, elle, était complètement détruite. Le pire dans tout ça? Je n'avais qu'une assurance routière, ce qui ne couvrait pas les dommages à ma propre voiture. Et, bien sûr, mon collègue était fauché. Pas un centime à récupérer. Résultat, plus de voiture, plus de moyens de transport, et une énorme galère qui allait bientôt m'écraser. À l'époque, pas d'Uber, pas de transport facile là où je vivais. Aller au boulot devenait impossible, et petit à petit, mon rêve dans cette entreprise MLM s'est effondré. Mon enthousiasme a disparu, l'argent aussi. Sans revenu, j'ai fini par dormir dans le sous-sol d'un ami, essayant de comprendre comment j'avais pu en arriver là. 2 mois plus tard, après avoir touché le fond, je me suis engagé dans l'Air Force. Je n'avais plus rien à perdre, et c'était ma seule porte de sortie. Cette décision a complètement redéfini ma vie. L'Air Force m'a offert une carrière, une stabilité et un futur que je n'aurais jamais imaginé. Tout cela à cause d'une confiance mal placée, d'une décision prise en 3 minutes fatale. Parfois, je repense à ce moment précis. Si je n'avais pas donné ces foutues clés, qui sait où je serais aujourd'hui? Mais au final, ce désastre a été la meilleure chose qui me soit arrivée. La vie a une drôle de façon de transformer les pires situations en opportunités inattendues. C'était pendant mes années de fac. Un jour, un camarade de classe m'a parlé d'un réseau social dédié aux étudiants qui allaient entrer dans la même université. L'idée était de rencontrer des futurs camarades avant la rentrée. Sans trop y réfléchir, j'ai décidé de m'inscrire. Rapidement, j'ai commencé à discuter avec une fille qui semblait parfaite aux yeux du moi de 19 ans. On s'entendait bien, on avait les mêmes centres d'intérêt, et chaque conversation semblait renforcer notre connexion. À l'époque, tout cela paraissait prometteur et excitant. Quelques mois plus tard, nous étions tous les deux à l'université et avons commencé à sortir ensemble. Mais notre relation était une montagne russe émotionnelle, des moments de bonheur intense suivis de disputes dramatiques. C'était passionné, mais toxique. En parallèle, je détestais le programme de design de produits que j'avais choisi. L'architecture avait toujours été mon rêve, alors j'ai postulé dans une autre université qui proposait ce cursus. Contre toute attente, j'ai été accepté. Mais quand est venu le moment de partir, j'ai eu peur de tout perdre, surtout elle. L'idée de la quitter me semblait insupportable à l'époque. Alors, dans un moment de faiblesse et d'incertitude, j'ai rejeté l'offre. Ironiquement, peu de temps après, notre relation a implosé de manière spectaculaire. Une rupture désordonnée et publique, suivie de rumeurs malsaines. Le pire a été d'entendre dire que j'avais levé la main sur elle, ce qui était totalement faux. Elle s'est rapidement mise avec un de ses amis que je soupçonnais déjà d'avoir des vues sur elle. Voir ça se dérouler sous mes yeux a été brutal. Aujourd'hui encore, je me demande souvent ce qui se serait passé si je n'avais jamais eu cette conversation avec mon camarade de classe. Si je n'avais pas rejoint ce site. Si je n'avais jamais rencontré mon ex. J'aurais probablement accepté l'offre de l'autre université et poursuivi des études d'architecture. Ma vie aurait pris une direction complètement différente. C'est fou de penser qu'une simple suggestion, un acte anodin,
a pu déclencher une série d'événements qui ont façonné ma vie. Tout un futur possible effacé par une conversation banale à l'époque. C'était une soirée ordinaire, je rentrais chez moi en train après une longue journée. Dans le wagon, un homme manifestement ivre commençait à harceler un groupe de jeunes adolescents assis non loin de moi. Ses paroles étaient agressives, ses gestes menaçants. Les enfants avaient l'air terrifiés, figés sur leur siège. Mon instinct a pris le dessus. Je me suis levé et lui ai dit de reculer, de les laisser tranquilles. Il m'a fusillé du regard, jurant et marmonnant des menaces. Les gamins en ont profité pour s'éclipser à la station suivante. Mais lui, il ne comptait pas en rester là. Furieux, il a attrapé son vieux vélo et a commencé à me poursuivre quand je suis descendu à mon arrêt. Ses pas étaient chancelants, ses gestes désordonnés, mais sa colère était bien réelle. Je me suis éloigné aussi vite que possible, espérant qu'il abandonnerait. En tournant au coin d'une rue mal éclairée, j'ai entendu un bruit sourd derrière moi. Je me suis retourné et l'ai vu étendu au sol, son vélo renversé à côté de lui. Il avait dû perdre l'équilibre en courant après moi. Il était inconscient, immobile. Je me suis figé, hésitant entre rester ou partir. Mais la peur de me retrouver face à lui s'il se réveillait, toujours agressif, m'a poussé à partir. J'ai jeté un dernier coup d'œil avant de disparaître dans la nuit. Quelques mois plus tard, j'ai appris par hasard ce qui lui était arrivé. Apparemment, il était resté trop longtemps dehors cette nuit-là, inconscient dans le froid glacial. L'hypothermie avait été si sévère qu'il avait dû être amputé d'une jambe. Quelques mois plus tard, il est mort, probablement des suites de complications liées à sa santé déjà fragile et à sa vie chaotique. Quand j'étais enfant, j'adorais le cookie dough. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu un paquet de pâtes à cookies dans le frigo. La tentation était trop forte, et avant même de m'en rendre compte, j'avais presque tout dévoré. Quand ma mère est rentrée et a découvert le frigo presque vide, elle est devenue furieuse. Au lieu d'avouer, j'ai paniqué et pointé du doigt son petit ami. « C'est lui qui l'a mangé », ai-je dit avec conviction. Ma mère, excédée, lui a crié dessus et lui a ordonné d'aller en racheter immédiatement. Fatigué, il a fini par céder et est sorti, probablement pour calmer l'atmosphère. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'une des lumières arrière de sa voiture était grillée. Et en Californie, c'est une raison suffisante pour se faire arrêter. La police l'a donc stoppé pour ce qui semblait être une simple contravention. Mais en vérifiant son identité, ils ont découvert qu'il avait un mandat d'arrêt actif. Apparemment, lorsqu'il travaillait dans un hôpital, il avait volé plusieurs ordinateurs, ce qui avait conduit à ce mandat. Il a été arrêté sur le champ. Nous ne l'avons jamais revu après cette nuit-là. Pendant longtemps, je n'ai pas vraiment compris les conséquences de ce qui s'était passé. Ce n'était qu'un petit mensonge d'enfant pour éviter de se faire gronder, mais il a déclenché une série d'événements qui a complètement bouleversé sa vie. Même aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que si je n'avais pas mangé cette pâte à cookies, ou si j'avais simplement dit la vérité, les choses auraient pu être très différentes. Je venais de terminer le placement temporaire d'un chien très anxieux. C'était une expérience épuisante mais incroyablement gratifiante. Après cela, je me suis dit que je ferais du bénévolat à nouveau, mais seulement pour un chow-chow, une race que j'ai toujours adorée. Je l'ai mentionné à demi-mot à mon ami qui coordonne les familles d'accueil pour les chiens. Le même jour, il m'a appelé. Un chow-chow devait être transporté d'un refuge pratiquant l'euthanasie. C'était comme un signe. Sans hésiter, j'ai accepté de le prendre. Le chien était difficile à placer. Il était réservé, distant et avait du mal à montrer de l'affection. Je me suis donné pour mission de lui apprendre à être un peu plus démonstratif. Petit à petit, il a commencé à faire des bisous sur commande, un geste simple mais touchant qui révélait une partie plus douce de sa personnalité. Puis, cette jeune femme adorable est venue le rencontrer. Elle est tombée amoureuse de lui. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Elle l'a adopté,
et ils ont vécu ensemble une vie pleine de promenades, d'aventures et de bonheur partagé. Elle m'envoyait parfois des photos d'eux, toujours souriants, inséparables. Quelques années plus tard, j'ai appris la nouvelle. Lors d'une promenade, un chauffard a perdu le contrôle de sa voiture et est monté sur le trottoir. Elle et son chien ont été fauchés sur le coup. Depuis, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet enchaînement d'événements. Si j'avais refusé de prendre ce chow-chow, elle aurait peut-être adopté un autre chien, et leur promenade ce jour-là aurait été différente. Peut-être qu'elle aurait marché plus vite, pris un autre chemin, peut-être qu'elle serait encore en vie. Un jour, en rentrant chez moi, je garais ma voiture dans la rue, juste sous un grand arbre. Au moment où j'étais sur le point de couper le moteur, un souvenir m'est revenu. La dernière fois que j'avais garé ma voiture à cet endroit, elle s'était retrouvée couverte de saleté tombée de l'arbre. Normalement, ce genre de détail ne me dérangeait pas, mais ce jour-là, pour une raison que j'ignore, j'ai décidé d'avancer et de prendre l'espace suivant. Le lendemain matin, en sortant de chez moi, j'ai découvert un spectacle cauchemardesque. L'arrière de ma voiture était complètement endommagé. La suspension était tordue, les pneus étaient pliés et la carrosserie avait subi de sérieux dégâts. Pas de note, pas de responsable, juste un délit de fuite. Ma première réaction a été un mélange de colère et de frustration. Mon assurance ne pouvait rien faire sans identifier le coupable. Pour couronner le tout, je ne pouvais même pas aller travailler à cause de l'état de la voiture. En attendant la dépanneuse, le conducteur du camion de remorquage a remarqué que l'un de mes voisins avait des caméras de surveillance installées sur sa maison. Désespéré, j'ai décidé d'aller frapper à leur porte et de leur demander s'ils avaient vu quelque chose. Contre toute attente, ils ont accepté de vérifier les enregistrements. Le lendemain, ils m'ont envoyé un email avec des images nettes de l'accident. Non seulement ils avaient filmé le moment où la voiture avait percuté la mienne, mais aussi le coupable qui avait osé se garer quelques maisons plus loin comme si de rien n'était. Avec ces preuves solides, j'ai contacté la police et l'assurance. Ils ont pu identifier le propriétaire du véhicule responsable. Après un long processus administratif, l'assurance de l'autre conducteur a fini par me verser 4 000 $ pour couvrir les réparations et les désagréments. Ce qui aurait pu être une journée catastrophique s'est finalement transformé en une victoire inattendue. Et tout cela parce que, sur un coup de tête, j'ai décidé de ne pas me garer sous cet arbre ce jour-là. Une décision minuscule, presque inconsciente, qui a fini par tout changer. C'était une journée comme une autre en Afghanistan. Le soleil brûlait déjà fort quand on m'a proposé de rejoindre un convoi pour un transfert entre deux bases. J'avais à peine entamé ma première tasse de café, et l'idée de partir précipitamment ne m'enchantait pas. Je savais qu'un autre convoi était prévu quelques heures plus tard, alors j'ai décliné et décidé de rester. Je me suis assis, savourant mon café comme un luxe rare dans cet environnement hostile. La routine de cette boisson chaude était une sorte de rituel, un moment de normalité dans un monde loin de l'être. Quelques heures plus tard, alors que je préparais mes affaires pour le second convoi, la radio a craché des nouvelles qui m'ont glacé le sang. Le premier convoi avait été pris dans une embuscade. Une explosion dévastatrice, suivie d'une attaque coordonnée. La plupart de ceux qui étaient partis ce matin-là n'avaient pas survécu. Certains noms que j'entendais régulièrement sur la radio de la base ne répondraient plus jamais. Mon deuxième café était encore tiède lorsque j'ai appris la nouvelle. Je me suis figé, la tasse à la main, incapable de comprendre pleinement ce que je venais d'entendre. Je me suis revu refuser ce départ, insouciant, simplement parce que je voulais terminer mon café. Je repense souvent à ce moment, à cette décision si anodine, si insignifiante sur le moment. Un simple « non », je prendrai le prochain. Une préférence pour une tasse de café encore à moitié pleine. Une décision qui a tracé une ligne invisible entre la vie et la mort. C'est un poids étrange à porter. Pas de culpabilité, mais une conscience aiguë de la fragilité du destin, du fait que de petites décisions quotidiennes peuvent avoir des conséquences inimaginables. Cette histoire remonte à plusieurs années, et certains détails sont peut-être flous,
mais elle reste gravée dans ma mémoire comme l'un des événements les plus étranges de ma vie. Un jour, je reçois un appel inattendu de mon oncle. Nous n'avions pas parlé depuis des années, alors j'étais déjà surpris. Il m'annonce qu'il est marié maintenant, ce qui était une nouvelle totalement inattendue. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait passé du temps dans un établissement psychiatrique, où il avait rencontré sa femme qui était aussi une patiente. Pendant l'appel, il me passe sa femme. Elle semble troublée et commence à parler de sa lutte intérieure avec la religion et son rapport à Jésus. Mon oncle lui avait apparemment dit que j'étais très croyant et qu'elle devrait me parler. Le problème, c'est que j'étais loin d'être chrétien à ce moment-là, j'étais carrément luciférien. Je lui ai conseillé de trouver quelqu'un d'autre à qui parler, en plaisantant légèrement sur le fait que je jouais pour l'équipe adverse. Silence au bout du fil. Puis elle a raccroché. Quelques jours plus tard, ils rentrent au Royaume-Uni et entreprennent une sorte de tournée familiale pour présenter sa femme. Ils rendent d'abord visite à ma grande-tante, une femme douce et compatissante, connue pour sa générosité et son accueil chaleureux. Mais il y a un détail insignifiant qui a tout déclenché, ma grande-tante n'a pas de coca chez elle. Pour une raison incompréhensible, cela a mis ma tante par alliance dans une rage folle. Elle a perdu tout contrôle, a saisi un couteau et a menacé ma grande-tante, obligeant mon oncle à la retenir de toutes ses forces. Après cette scène surréaliste, ils sont partis, comme si rien ne s'était passé. Ma grande-tante, choquée et terrifiée, a immédiatement prévenu mes grands-parents qu'ils étaient les prochains sur la liste des visites. Lorsque mon oncle et sa femme sont arrivés, mes grands-parents ont décidé de les confronter directement. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Furieuse, ma tante s'est précipitée à l'étage, a déféqué dans un sac en plastique, puis a déposé ce sac sur le lit de ma grand-mère avant de s'enfuir par la fenêtre. La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, la police l'avait repérée quelque part dans le nord de l'Écosse. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, ni ce qui lui est arrivé par la suite. En 2016, je vivais à Nice, dans le sud de la France. En tant que musicien, je gagnais un peu d'argent en jouant dans la rue. Un jour, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, j'ai décidé d'aller jouer sur la célèbre promenade des Anglais, au bord de la mer. C'était l'endroit idéal, toujours animé, rempli de touristes et de locaux venus profiter de l'atmosphère festive. Je me suis installé, accordé ma guitare et commencé à jouer. L'énergie était bonne, et les passants semblaient apprécier. Je faisais probablement l'une de mes meilleures journées de musique depuis mon arrivée à Nice. Je me souviens encore précisément de la chanson que je jouais, The Scientist de Coldplay. Puis, sans prévenir, 2 cordes de ma guitare ont cassé en plein milieu de la chanson. Pas une, mais 2 d'un coup. J'étais dévasté. Casser une corde arrive de temps en temps, mais 2 d'un coup? C'était presque comique, mais sur le moment, j'étais juste furieux. Je n'avais pas de corde de rechange avec moi, ce qui signifiait que ma session était terminée. Avec frustration, j'ai rangé mon matériel et suis rentré chez moi, bouillonnant intérieurement à l'idée d'avoir perdu une si bonne opportunité. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des messages, des appels de ma famille et de mes amis paniqués. Ils voulaient savoir où j'étais, si j'allais bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que j'allume les infos. Le camion avait frappé la foule sur la promenade des Anglais. Le même endroit où je jouais, où des familles, des couples et des enfants profitaient de la soirée. Il a tué 86 personnes et blessé des centaines d'autres. Parmi les victimes, il y avait l'oncle de ma petite amie de l'époque, et 2 amis à moi faisaient partie des blessés. Je me suis assis là, sous le choc, incapable de respirer, figé dans une sorte de stupeur glaciale. Tout ce qui me séparait de cette tragédie était ces 2 cordes cassées. Une simple coïncidence, un détail insignifiant qui m'a sauvé la vie, alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Les jours qui ont suivi sont flous dans ma mémoire. L'idée de retourner jouer sur cette promenade était inimaginable. Chaque fois que je passais près de cet endroit, je ressentais un poids énorme sur ma poitrine. Quelques semaines plus tard, j'ai pris la décision de quitter Nice et de rentrer chez moi. C'était trop. Aujourd'hui encore, il m'arrive de pleurer en repensant à cette nuit-là. Pas par soulagement,
mais par culpabilité. Cette sensation étrange de s'en être sorti par pur hasard. Je ne peux pas expliquer pourquoi mes cordes ont cassé à ce moment précis, ni pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Cette chance presque absurde me hante. C'était censé être un simple voyage pour les fêtes. Après avoir perdu mon emploi à Minneapolis, je suis retourné à Milwaukee pour passer Noël avec ma famille. L'argent était serré, mais je voulais quand même rejoindre mes amis pour le Nouvel An à Minneapolis. J'ai donc pris la route l'après-midi du 31 décembre, sans trop réfléchir. En plein trajet, ma voiture a lâché, courroie cassée, tendeur foutu. Une panne classique, mais qui m'a pris au dépourvu. Au lieu d'appeler une dépanneuse, ce qui m'aurait coûté cher, j'ai contacté un vieil ami dans la région pour de l'aide. Après des heures de galère et de bricolage infructueux, nous avons fini par atterrir chez son père, à qui il avait emprunté un camion. Son père, en discutant, a appris que je n'avais plus de boulot. Par pur hasard, il avait besoin de quelqu'un pour travailler avec lui. Sur un coup de tête, j'ai accepté. J'avais besoin d'argent, et retourner à Milwaukee semblait soudain être la meilleure option. C'est comme ça que tout a commencé. Je suis retourné chez moi, louant un appartement à ma grand-mère. Peu à peu, ma vie a cessé d'être la mienne. À Minneapolis, je vivais pour moi. J'avais du temps, peu de responsabilités, et chaque journée semblait pleine de possibilités infinies. J'explorais qui j'étais libre. Puis, en revenant à Milwaukee, tout a changé. Ma sœur a commencé à avoir des problèmes de santé mentale, et je suis devenu son soutien principal. Je suis tombé dans des relations compliquées, y compris une situation de trouble dont je n'ai jamais voulu. Un jour, j'ai adopté un chien souffrant d'anxiété de séparation, je l'aime profondément, mais il exige une attention constante. Et puis il y a ma grand-mère, qui a maintenant 90 ans et a besoin de soins permanents. Je m'occupe d'elle, de sa maison, et de ses tâches quotidiennes. Ironiquement, j'ai toujours évité d'avoir ma propre maison pour ne pas perdre mes jours à entretenir un jardin, pelleter la neige, ou réparer des choses et pourtant, je fais exactement cela pour une maison qui ne sera jamais la mienne. Aujourd'hui, il ne reste que des fragments de mon ancienne vie. Chaque moment est réclamé par quelqu'un d'autre, mes parents, mes amis dépendants, mon chien, ma copine ou mon copain, qui, franchement, ne me donnent rien en retour, mon travail et ainsi de suite. Je me retrouve piégé dans un rôle que je n'ai jamais choisi. Je suis passé d'une vie où chaque journée était la mienne à une existence où trouver quelques minutes pour moi est devenu un luxe rare. Et tout ça parce que je n'ai pas appelé une foutue dépanneuse ce jour-là. Il y a plusieurs années, j'ai commandé quelques t-shirts sur Internet. Quand le colis est arrivé, j'ai réalisé qu'ils s'étaient trompés de taille, ils étaient trop petits pour moi. J'ai contacté le service client, et ils ont été super sympas. Ils m'ont envoyé les bonnes tailles et m'ont dit de garder les autres. À ce moment-là, mon grand-père faisait rénover sa maison. J'ai remarqué qu'un des ouvriers portait un t-shirt d'un groupe que j'aimais bien. Sur un coup de tête, je lui ai offert les t-shirts trop petits. Il avait l'air ravi, et je n'ai plus pensé à cette histoire pendant des années. Quelques années plus tard, lors d'une pause cigarette au boulot, un collègue a entendu un ami et moi discuter d'un concert à venir. Curieux, il s'est joint à la conversation et a mentionné qu'il avait quelques vieux t-shirts de groupe qu'il pourrait me donner si ça m'intéressait. Après le travail, on s'est retrouvés pour traîner un peu et il m'a tendu un sac rempli de ces fameux t-shirts. C'étaient mes t-shirts. Ceux que j'avais donnés des années auparavant au gars qui rénovait la maison de mon grand-père. On a éclaté de rire en réalisant cette étrange coïncidence. À partir de là, on a commencé à traîner ensemble plus souvent. Un jour, il m'a présenté sa copine, et elle a mentionné qu'elle avait une amie qu'elle pensait être parfaite pour moi. On s'est rencontrés et on a accroché immédiatement. Aujourd'hui, cela fait presque 10 ans que nous sommes mariés et nous avons 2 enfants. Tout a commencé par une simple soirée après le travail. Un collègue m'a proposé d'aller boire une bière pour décompresser. J'étais fatigué,
mais l'idée de me changer les idées m'a semblé tentante. Alors, j'ai accepté. Une décision qui, avec le recul, a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au bar, l'ambiance était animée. Les bières se sont enchaînées plus vite que prévu. Je n'étais pas un gros buveur à l'époque, mais ce soir-là, la fatigue et l'alcool ont créé un mélange dangereux. Après quelques heures, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer. En sortant du bar, mon collègue a proposé de marcher un peu pour profiter de l'air frais avant d'appeler un taxi. On parlait de tout et de rien quand un groupe de gars, manifestement aussi éméchés que nous, a commencé à nous provoquer. Des insultes lancées en l'air, de celles qu'on ignore en temps normal. Mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Peut-être l'alcool, peut-être la fatigue accumulée, je me suis retourné pour répondre, un échange verbal est rapidement devenu une confrontation physique. Tout est allé très vite, cris, bousculades, coups échangés. Puis, dans le chaos, j'ai frappé un type. Fort. Plus fort que je ne l'aurais voulu. Il est tombé à l'arrière, sa tête heurtant violemment le trottoir. Le bruit sourd de l'impact résonne encore dans ma tête. Il est resté immobile, inconscient. Le silence a suivi. Mon cœur battait à tout rompre. Mon instinct de survie a pris le dessus, et sans réfléchir, j'ai pris la fuite dans la nuit. Courir était tout ce que je savais faire à ce moment-là. Mon collègue avait disparu dans le chaos. Les jours suivants ont été un cauchemar. J'ai scruté les infos locales, espérant que personne ne porte plainte. Mais une semaine plus tard, la réalité m'a rattrapé, un policier est venu frapper à ma porte. Le type que j'avais frappé était toujours en vie, mais gravement blessé. Des lésions cérébrales irréversibles. Il ne pourrait plus marcher ni parler correctement. Une vie détruite en quelques secondes. Les charges contre moi étaient lourdes, coups et blessures graves ayant entraîné une invalidité permanente. Le procès a été long et humiliant. Chaque détail de cette nuit a été exposé, chaque instant rejoué. J'étais terrifié et rempli de honte. Je savais que ce que j'avais fait était impardonnable, même si ce n'était pas prémédité. J'ai été condamné à 13 mois de prison. Un casier judiciaire à vie. Depuis, ma vie est devenue un parcours semé d'embûches. Trouver un travail est un défi constant, chaque formulaire à remplir me rappelle mon passé. Acheter une maison ou obtenir un prêt. Impossible. Même fonder une famille semble hors de portée. Mais ce qui me hante le plus, ce n'est pas ce que j'ai perdu. C'est la vie que j'ai brisée ce soir-là. Je repense souvent à ce moment, au bruit de cet impact, au visage de cet homme étendu sur le trottoir. Je me demande ce qu'il aurait pu devenir si je n'avais pas répondu à cette provocation inutile, si j'avais juste continué mon chemin. Quelques années en arrière, je discutais avec mon patron au téléphone alors que je rentrais chez moi. On parlait des tâches à accomplir le lendemain quand, soudain, il s'est exclamé « C'est quoi ce bruit de fou ?» J'ai ri et lui ai dit que ce serait plus simple de lui montrer. Chez moi, mes chats de ferme sont bruyants, surtout à l'heure du repas. Dès que j'ouvre la porte, c'est un concert de miaulements qui éclate. Pour lui expliquer, j'ai décidé de filmer la scène. En y réfléchissant, je me suis souvenu que je déteste montrer des vidéos directement sur mon téléphone. Les gens se rapprochent trop, et l'interaction devient vite gênante. Alors, par pur confort, j'ai téléchargé la vidéo sur YouTube pour pouvoir lui montrer facilement le lendemain sur un écran d'ordinateur. Le lendemain matin, en ouvrant YouTube, je m'attendais à voir peut-être 1 ou 2 vues. Mais la vidéo avait déjà été vue 11 fois. Ça m'a paru bizarre, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Puis, ça a explosé. Des milliers de vues par heure. Des commentaires, des messages, des emails. Des entreprises voulaient acheter les droits de la vidéo, des médias demandaient la permission de l'utiliser. Je n'avais jamais imaginé qu'un simple enregistrement de mes chats affamés déclencherait un tel engouement. Les choses ont pris une autre ampleur lorsque la pandémie est arrivée. Avec tout le monde coincé à la maison et avide de contenu réconfortant ou amusant, la vidéo a repris de plus belle. Chaque notification était un rappel de cette décision anodine que j'avais prise,
télécharger cette vidéo juste pour éviter un moment gênant avec mon téléphone. Depuis, cela a été une source de revenus inattendus et bienvenus, surtout pendant des périodes difficiles. Ma femme et moi étions en vacances à Hawaï, profitant d'un dîner tranquille dans un petit restaurant près de notre hôtel. La soirée était agréable, le genre de moment où tout semble parfait. Après avoir fini notre repas, nous nous sommes levés pour partir, mais j'ai remarqué qu'elle n'avait pas terminé sa bière. « Tu devrais la finir, lui ai-je dit en plaisantant. On l'a payé une fortune, autant ne pas gâcher. » Elle a souri, haussé les épaules et a pris quelques gorgées supplémentaires pendant que je réglais l'addition. Cette décision, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, nous a probablement sauvé la vie. Environ 30 secondes plus tard, nous avons quitté le restaurant et commencé à marcher tranquillement sur le trottoir, à gauche de la rue, en direction de notre hôtel, à 3 pâtés de maison de là. La nuit était douce, les rues calmes, et nous étions détendus après cette belle soirée. Alors que nous marchions, un bruit assourdissant a déchiré le silence. À environ 15 mètres devant nous, une voiture a surgi d'une rue latérale à toute vitesse. Elle a traversé la route sans ralentir, a sauté sur le trottoir juste devant nous, et s'est encastrée violemment dans un mur de pierre, pile à l'endroit où nous aurions été si nous étions partis plus tôt. Le choc a été si brutal que des morceaux de mur se sont détachés sous l'impact. La voiture était un amas de métal tordu, et pendant un instant, nous sommes restés figés, les yeux écarquillés, incapables de bouger. Si nous avions quitté le restaurant ne serait-ce que quelques secondes plus tôt, nous aurions été directement sur le chemin de cette voiture incontrôlable, coincée entre elle et le mur. Il n'y aurait eu aucune chance de s'en sortir. Les secours sont arrivés rapidement et, heureusement, le conducteur a survécu, bien que grièvement blessé. Nous, par contre, étions sains et saufs grâce à une simple bière non terminée. Depuis ce jour, cette histoire est devenue notre règle d'or, toujours finir sa bière. Ma mère portait des talons hauts pour aller travailler. Un jour, en descendant les escaliers recouverts de moquettes de son bureau, elle a glissé. Sa chaussure s'est tordue, son talon s'est cassé et malheureusement, sa jambe aussi. Une mauvaise chute, suivie d'un plâtre et de plusieurs semaines de convalescence à la maison. Pendant sa période de récupération, quelque chose d'inattendu est arrivé. Elle a développé des allergies sévères, probablement à cause de la poussière accumulée à la maison ou d'un autre facteur inconnu. Ces crises d'allergie étaient si intenses qu'elle a dû commencer à utiliser un inhalateur pour l'aider à respirer correctement. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que cet inhalateur contenait des stéroïdes qui pouvaient interférer avec l'efficacité de sa pilule contraceptive. Quelques mois plus tard, après s'être remise de sa blessure et être retournée au travail, elle a commencé à se sentir fatiguée et nauséeuse. Croyant que c'était le stress ou les suites de sa convalescence, elle a mis du temps à réaliser ce qui se passait vraiment. Un test de grossesse plus tard surprise. Elle attendait un bébé. Mon frère cadet, qui est aujourd'hui 13 ans plus jeune que moi. On plaisante souvent à ce sujet en famille. Chaque fois que je vois ces talons aux abandonnés dans un coin du placard, je me demande à quel point la vie peut être étrange et imprévisible. Une glissade accidentelle dans des escaliers recouverts de moquettes a déclenché une série d'événements qui a conduit à la naissance de mon frère. Ce matin-là, le réveil avait sonné bien trop tôt à mon goût. Comme d'habitude, je l'avais repoussé 3 fois avant de me rendre compte que j'étais déjà en retard. Mon bus passait à 7h30 et il était 7h28 quand j'avais enfin quitté mon lit. Je savais que c'était foutu, mais par réflexe, j'avais quand même enfilé mon jean et mon sweat en vitesse, attrapé mon sac et claqué la porte de l'appartement. Je courais presque en direction de l'arrêt, l'espoir idiot de le voir encore au loin. Mais quand je suis arrivé, le bus avait déjà disparu au bout de la rue. Mon souffle était court, mes pensées embrouillées. Un rapide coup d'œil à l'horloge de mon téléphone m'a achevé, le prochain bus n'arriverait que dans 20 minutes. Même si je le prenais, j'arriverais tellement en retard que l'absence serait déjà marquée. Une journée gâchée. Et puis, dans un élan de lassitude et de rébellion silencieuse contre ce monde trop rapide, j'ai fait demi-tour.
À quoi bon, pensais-je. Une absence restait une absence. Je pouvais aussi bien rentrer chez moi et me recoucher. Dormir quelques heures de plus semblait être le meilleur plan que je pouvais concevoir sur le moment. Je remontais la petite rue qui menait vers chez moi, les mains dans les poches, le regard perdu dans mes pensées. C'était une ruelle tranquille, bordée de vieux immeubles aux façades ternes. Une ruelle que je connaissais par cœur, familière et rassurante. Mais ce jour-là, elle allait devenir l'endroit où tout a basculé. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une femme, assise sur le trottoir, enveloppée dans un manteau grisâtre trop grand pour elle. Ses cheveux emmêlés tombaient sur ses épaules, et son visage, marqué par la fatigue et le froid, était figé dans une expression que je n'oublierai jamais. Elle toussait violemment, une toux sèche et déchirante. Quand elle m'a aperçu, elle a levé une main tremblante et a pointé dans ma direction. Ses yeux étaient injectés de sang, suppliants. Elle avait l'air si vulnérable, si désespérée. Un instinct naturel m'a poussé à m'approcher. « Madame ? Vous allez bien ? Vous avez besoin d'aide ?» ai-je demandé, prudent mais sincèrement inquiet. Elle n'a pas répondu tout de suite, continuant à tousser comme si elle manquait d'air. Je me suis avancé de quelques pas, mes sens en alerte mais encore inconscient du danger. C'est alors que tout s'est précipité. Avant que je puisse réagir, elle a sorti quelque chose de sous son manteau. Un éclat de verre, ou peut-être un morceau de métal, je ne sais toujours pas. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. En une fraction de seconde, elle s'est redressée et m'a poignardé en plein flanc. La douleur a été fulgurante, brûlante. Mon souffle s'est coupé instantanément. Je suis resté figé, paralysé par le choc. Mon cerveau refusait de croire à ce qui venait d'arriver. Elle s'est enfuie avant même que je ne puisse prononcer un mot. Sa silhouette s'est fondue dans l'ombre de la rue, me laissant seul, agonisant sur le trottoir. Mes mains, tremblantes, se sont pressées contre ma plaie. Le sang coulait à flots, chaud et poisseux, chaque mouvement me coûtait une douleur atroce. Mon cœur battait à tout rompre, et une peur primaire m'a envahi. Il fallait que je rentre chez moi. Que je trouve de l'aide. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tituber jusqu'à ma porte. Chaque pas était un supplice. Quand j'ai enfin atteint mon appartement, j'ai eu juste assez de force pour appeler les secours avant de m'effondrer sur le sol. Les jours suivants sont flous dans ma mémoire. J'ai été transporté à l'hôpital en urgence. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour sauver ma vie, mais le coup porté à mon foie avait causé des dommages irréversibles. Les médecins m'ont expliqué que je devrais suivre un traitement à vie et surveiller mon état de santé de près. Mais les cicatrices physiques n'étaient rien comparées à celles qui allaient marquer mon esprit. Sortir dehors était devenu impensable. Chaque fois que je posais la main sur la poignée de ma porte, des flashs de cette agression me submergeaient. Je voyais son visage, ses yeux fous, l'éclat de l'arme improvisée. Mon cœur s'emballait, et mes jambes refusaient de bouger. L'agoraphobie s'est installée insidieusement, me privant de tout. J'ai cessé d'aller en cours, de voir mes amis, de répondre aux messages. Mon monde s'est réduit aux murs de mon appartement. La solitude est devenue mon unique compagne. Avant, j'étais un garçon sociable, avec des rêves et des projets. J'avais une copine que j'aimais, des amis proches, et des notes qui me promettaient un bel avenir. Tout cela semble aujourd'hui appartenir à une autre vie, à quelqu'un d'autre. Les jours se ressemblent tous maintenant. Je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, à essayer d'oublier cette réalité que je ne peux plus affronter. Le temps s'étire, immobile, enfermé dans une boucle sans fin. Tout ça, parce que j'ai raté un bus. Parce que j'ai décidé de ne pas aller en cours ce jour-là. Une simple décision, un instant d'égarement, et ma vie a été brisée. Parfois, dans mes rêves, je me revois courir après ce bus. Et dans ces rêves, je l'attrape. Je monte dedans, je vais en cours, et rien de tout cela n'arrive. Mais je me réveille toujours dans le même appartement silencieux. Prisonnier d'un jour que je ne pourrai jamais oublier. Le simple fait de ne pas avoir attendu le prochain bus a détruit ma vie. Je suis prisonnier de mes souvenirs, enfermé dans ma peur,
incapable de retrouver celui que j'étais avant ce jour maudit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.